Chers collègues, nous poursuivons à présent nos travaux en nous intéressant à la commande publique sous le prisme de la conduite des grands projets, des grands travaux. Les marchés de travaux constituent en effet une part déterminante de la commande publique, s'élevant à 47% des achats des acheteurs publics et même à 63% des achats des communes. Notre déplacement à Vannes nous avait permis de découvrir un important chantier de construction et de constater certaines difficultés récurrentes de ce type de marché. Nous étions sur le pôle d'échange multimodal, sujet que nos invités connaissent bien. Je pense notamment au risque de défaillance de certains titulaires ou aux enjeux d'accès de TPE et de PME à ces marchés. Nous souhaitons désormais entendre un acteur accoutumé à la conduite de travaux structurants, à savoir la Société des Grands Projets, anciennement Société du Grand Paris. Maître d'ouvrage du Grand Paris Express, ayant pour objet la sortie de terre de 4 lignes de métro francilienne, la SGP accompagne désormais, depuis la loi du 27 décembre 2023, les collectivités dans la mise en œuvre de services express régionaux métropolitains, les fameux SERM. Les masses financières en jeu sont impressionnantes. 4,5 milliards d'euros de dépenses en 2023 et 188 marchés notifiés cette même année pour un montant de 6,8 milliards d'euros hors taxes. Nous avons donc le plaisir d'accueillir M. Frédéric Bredillot, membre du directoire, M. Benoît Dupuis, directeur des marchés et du pilotage contractuel, et M. Denis Boy, directeur des affaires publiques. Denis Bois, Boy, bon voilà, j'avais un doute. Je vous informe que cette audition sera diffusée en direct sur le site internet du Sénat et fera l'objet d'un compte-rendu publié. Je rappelle également qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête sera passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14, 434-15 du Code pénal, soit 75 000 euros d'amende et jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, voire 7 ans en fonction des circonstances. Je vous invite donc à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je vous remercie. Nous souhaiterions vous entendre sur les particularités que suppose la conduite de grands travaux et l'adaptation, ou parfois l'inadéquation, du Code de la commande publique aux attentes et besoins d'un maître d'ouvrage public. Nous vous serions gré de partager avec nous le bilan en matière de procédure, mais aussi d'exécution des marchés publics que vous tirez de la conduite des projets complexes que vous engagez au titre de la SGP. N'hésitez pas également à nous faire part des bonnes pratiques que vous avez pu développer et des solutions identifiées afin d'éviter qu'un déséquilibre trop fort en faveur des titulaires dans l'exécution des marchés ne s'instaure. Vous pourrez également indiquer comment la SGP aborde les enjeux d'accès des TPE et PME à des travaux de grande ampleur, tout comme celui des entreprises locales. Parvenez-vous à concilier l'allotissement fin et le pilotage efficace d'un chantier ? Avez-vous par ailleurs développé une politique en faveur des achats innovants ? En matière de sous-traitance, prenez-vous des garanties pour que les entreprises soient aussi pleinement respectées ? Le secteur de la construction ayant été confronté ces dernières années, comme le reste de l'économie, à des hausses de prix significatives et à des phénomènes de pénurie de matières premières, votre retour d'expérience sur ces points nous serait également précieux. Enfin, notre commission d'enquête considère que la commande publique est une politique publique à part entière, qui constitue désormais un levier fort des transitions écologiques et sociales. Nous serions intéressés par vos explications sur la façon dont de tels impératifs sont intégrés à la conduite de vos projets et la manière dont vous préparez aux échéances importantes en la matière, notamment l'entrée en vigueur en août 2026 des dispositions de la loi Climat et Résilience. Je vous laisse là maintenant la parole pour un propos liminaire d'une quinzaine de minutes. Ensuite, notre rapporteur vous interrogera, tout comme les collègues membres de notre commission d'enquête. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Si vous m'y autorisez, je peux peut-être commencer dans le prolongement de l'introduction qui a été la vôtre pour rappeler ce qu'est la SGP, ce qu'elle fait, et peut-être donner quelques éléments généraux sur notre rôle en matière de commande publique. Et Benoît vous indiquera également comment est-ce qu'on est organisé opérationnellement en la matière. Donc la SGP, c'est un établissement public industriel et commercial de l'État
qui a été créé par une loi de 2010 et, comme vous le rappeliez, Monsieur le Président, a vu sa dénomination modifiée par la loi de décembre 2023 corrélativement à l'élargissement de ses missions. Bien que la SGP soit un établissement public industriel et commercial, elle est néanmoins considérée par la direction du budget comme étant un opérateur de l'État au sens de la LOLF, et conséquemment soumis à plafond d'emploi et au contrôle des rémunérations afférents. Et elle est par ailleurs sous gestion budgétaire et comptable publique, donc avec un comptable public et une comptabilité en AE et CP, et soumise au contrôle économique et financier de l'État. Donc en pratique, on est un objet un petit peu mixte entre un établissement public industriel et commercial et un établissement public administratif. Et on a par ailleurs une originalité dans le paysage des établissements publics, c'est d'avoir une gouvernance déterminée par la loi et sui generis, mais assez fortement inspirée de celle des sociétés anonymes à conseil de surveillance et directoire, de sorte que l'établissement est dirigé par un directoire de 3 personnes sous le contrôle d'un conseil de surveillance au sein duquel l'État est majoritaire. Notre mission principale, vous le rappeliez, c'est la conception, la réalisation et le financement du réseau de transport public du Grand Paris, c'est-à-dire d'une part les prolongements de la ligne 14 existante qui sont désormais en service au nord jusqu'à la station de Pleyel et au sud jusqu'à l'aéroport d'Orly, et d'autre part la construction de 4 lignes nouvelles, 15, 16, 17 et 18. L'ensemble de l'opération représentant 200 km de lignes supplémentaires de métro, c'est-à-dire un doublement du linéaire du métro parisien historique actuel. Et hors les tronçons de la ligne 14 déjà mis en service et qui l'ont été pour les Jeux Olympiques, nous allons mettre en service ces différentes lignes par tronçon et de manière phasée entre la fin 2026 et 2031, donc dans une échéance qui est assez rapide. En termes économiques, le coût d'objectif du projet est de 36,1 milliards d'euros en euros 2012. Au titre de la réalisation du réseau dont on s'occupe, on a par ailleurs d'autres missions, j'y reviendrai. Coût d'objectif qui a été fixé en sortie de Covid en octobre 2021, en hausse par rapport à l'estimation de 2017 qui était de 35 milliards d'euros et qui est depuis octobre 2021 stable. Et nous avons par ailleurs 2 séries d'autres missions. Une mission, je dirais, purement financière qui consiste à financer d'autres opérations de transport public en Île-de-France dans une activité qui est purement subventionnelle, qui sont des activités, des opérations qui sont conduites par d'autres maîtres d'ouvrage que nous, en pratique par la SNCF et la RATP. Et vous l'indiquiez, une mission nouvelle qui a été établie par le législateur dans la loi de décembre 2023, qui consiste, sur autorisation de l'État, à accompagner à leur demande des collectivités dans le cadre de la conception de projets de SERM, phase qui est actuellement en cours, et puis sous réserve de la labellisation de ces SERM et du choix des différents acteurs de nous en confier en tout ou partie la maîtrise d'ouvrage dans la réalisation éventuelle de certaines des infrastructures qui seront prévues dans le cadre de ces projets. C'est aujourd'hui en ordre de grandeur pour que vous ayez les éléments, une activité qui est modeste pour l'établissement. L'établissement mobilise aujourd'hui environ 1100 collaborateurs et dépense environ 4,9 milliards d'euros par an. L'activité SERM mobilise une quarantaine de collaborateurs aujourd'hui.
et des montants financiers extrêmement modestes, puisqu'on est simplement dans des phases d'études préalables. Le gros de notre activité est donc l'activité, comme vous le disiez, de travaux. Et est-ce que vous pouvez nous donner simplement le chiffre là pour les CERM, nombre de collaborateurs 40 et en montant? Alors j'ai pas j'ai pas en tête le chiffre précis, enfin sur l'annuel. L'ordre de grandeur de la mobilisation complète actuelle de la SGP au titre de convention de financement, dont certaines peuvent être un peu plus que annuelles, c'est un peu moins de 30 millions d'euros. Donc sur l'activité marché, depuis la création de l'établissement, la SGP a passé environ 2000 marchés. Elle a aujourd'hui 847 marchés en cours d'exécution, dont 69 de montant initial supérieur à 50 millions d'euros, dont 12 de ces 69 de montant initial supérieur à 500 millions d'euros. Le plus gros marché que nous ayons passé ayant été notifié pour un montant de 2 819 millions d'euros pour un tronçon de la réalisation de la ligne 15 dans sa partie sud-ouest. Pour l'exécution de ces 847 marchés, nous avons environ 2800 fournisseurs qui sont co-traitants ou sous-traitants de ces marchés et qui sont à 95% des entreprises qui ont des établissements en France. Indépendamment de la propriété éventuelle de leur capital, mais qui sont globalement et très majoritairement des entreprises françaises, et notamment évidemment les majors du BTP pour nos opérations de génie civil et d'aménagement, et les grands équipementiers du secteur pour les activités d'automatisme et d'achat du matériel roulant. J'ai oublié de dire, point important, que la SGP est une pure maîtrise d'ouvrage, au sens où elle remet en gestion les ouvrages qu'elle produit à l'autorité organisatrice de la mobilité, IDFM, qui en assure la gestion technique et qui, en pratique, fera exploiter les lignes qu'on lui remet par des opérateurs désignés par IDFM au terme de DSP. La SGP n'a pas de rôle dans l'exploitation ou la maintenance des lignes, mais en restera en revanche juridiquement propriétaire et perçoit à ce titre une redevance d'IDFM modeste, mais contribuant au modèle financier de l'établissement. Modèle financier qui repose très génériquement sur le schéma suivant. L'établissement est, depuis sa création, affectataire d'une fiscalité d'État prélevée sur des contribuables franciliens, dont la principale composante, mais on perçoit un panier de diverses recettes, mais la principale composante est une taxe sur les bureaux et les surfaces commerciales qui est due par les propriétaires de ces locaux en Île-de-France. Entre la création de l'établissement et le début des travaux, cette recette excédait le montant des dépenses de l'établissement. Celui-ci a constitué donc un peu de trésorerie. À partir du moment où on est rentré dans la phase de travaux et donc avec des dépenses qui ont changé d'échelle, nos dépenses excèdent nettement nos recettes annuelles. C'est le cas actuellement. Depuis lors, on recourt à l'emprunt. C'est une spécificité importante de la maîtrise d'ouvrage SGP qui est d'avoir le droit d'emprunter.
Nous avons emprunté beaucoup et nous avons en particulier emprunté beaucoup dans la période Covid pour bénéficier des conditions de taux extrêmement favorables qu'on a constatées à l'époque. En 2020, la SGP a été le plus gros émetteur mondial de green bond et a constitué une trésorerie importante. Cette trésorerie est déposée au Trésor et contribue à réduire à ce titre le besoin de financement de l'État. On la consomme progressivement et on a vocation à la consommer jusqu'à la fin des travaux. À partir de la fin des travaux, on n'a plus de dépenses opérationnelles et on continuera à percevoir les recettes de fiscalité affectées jusqu'au l'amortissement complet de la dette de réalisation qui aura été contractée pour le financement de notre opération. Le législateur ayant prévu depuis la loi de finances pour 2019 une information spécifique du Parlement sur notre situation financière et l'évolution de notre dette qui vous est remise annuellement en principe autour de la période budgétaire. Et c'est Benoît peut-être sur l'organisation de notre gestion de la commande publique. Donc, je poursuis. Donc, l'établissement ayant été présenté, y compris d'ailleurs les moyens financiers qui sont mobilisés pour les besoins d'achat de l'établissement, la façon dont nous avons structuré la fonction achat-commande publique, si on la prend au sens large, dès l'origine, nous avons considéré cette fonction de bout en bout. C'est-à-dire que certains la conçoivent uniquement sur la partie passation jusqu'à la notification du marché, c'est-à-dire l'achat proprement dit. Nous avons construit notre organisation sur une approche de bout en bout, c'est-à-dire de la définition du besoin, en intégrant bien évidemment toutes les phases de la passation et la notification du marché, mais en intégrant surtout toutes les phases d'exécution des marchés, quelle que soit la nature du marché, jusqu'à sa clôture financière et quelle que soit la manière dont cette clôture intervienne. Donc ça c'est le premier élément, et je pense que c'est important parce que si j'ai bien compris, un certain nombre de questions sur la performance de l'achat public dans le cadre de cette commission. Et à mon sens, la performance, elle peut s'apprécier certaines étapes, notamment effectivement la notification d'un marché par rapport aux objectifs qu'on a pu se fixer, mais elle s'apprécie surtout en fin de marché, une fois clôturé ce marché, voilà, le coût total de l'acquisition et de son exécution par rapport à ce qui était attendu et ce qui était budgété. En termes organisationnels, au sein donc de la SGP, une direction, donc COMEX, a été mise en place, qui est la direction des marchés et du pilotage contractuel, qui est en l'occurrence la direction que je gère, et qui s'est constituée progressivement autour et en regroupant l'ensemble des expertises dont nous avons besoin pour mener ces différentes missions d'achat et de commande publique. Et donc, les principales, je ne vais peut-être pas toutes les citer, mais évidemment en matière juridique, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux juridiques liés à la passation et l'exécution des marchés, de l'achat proprement dit, des acheteurs, des économistes également, des économistes de la construction, mais des économistes en capacité d'apprécier au-delà de ce que peuvent nous dire certains de nos prestataires, dont nos maîtres d'œuvre, ce que valent les prestations et les travaux que nous achetons. Et tout un tas de fonctions administratives liées à la gestion des marchés. Et l'autre élément que nous avons renforcé également, et très significativement renforcé, surtout depuis que nous sommes en phase d'exécution sur la quasi-totalité de nos marchés, c'est la gestion contractuelle. Alors l'anglicisme utilisé, qui est plus connu du marché, c'est ce qu'on appelle le contract management, mais c'est effectivement ce pilotage contractuel des marchés pour s'assurer qu'ils sont exécutés conformément à leurs termes, et surtout de pouvoir piloter tous les écarts en cours d'exécution et contrôler effectivement les aspects à la fois techniques, budgétaires, coût, qualité, délai, jusqu'à la clôture du marché.
Donc pour mener toutes ces missions, donc la direction des marchés et pilotage contractuel aujourd'hui compte 135 personnes, hein, qui sont ventilées donc, sur les différentes expertises dont je viens de parler. Aujourd'hui, le poids du corps porte essentiellement sur les sujets de gestion contractuelle pour la bonne et simple raison que la partie passation est pour une large part derrière nous. Donc on a 76 personnes aujourd'hui qui sont mobilisées sur des sujets de gestion contractuelle. On a encore des acheteurs pour les achats qui nous restent à passer. Alors, quelques achats travaux système, des achats de structure également, quelques achats récurrents. Et puis, ce nouveau cycle d'achat qui s'ouvre à nous, mais que pour l'instant on ne s'est pas complètement mesuré sur les projets de services express régionaux métropolitains, les SERM. Et donc on a 14 acheteurs, 21 juristes et 24 personnes qui sont dédiées aux tâches administratives liées aux activités de passation et d'exécution des marchés. Donc ça c'est notre organisation, nos équipes et les expertises que nous mobilisons en interne. Alors, nous sommes acheteurs, mais nous servons également des structures en place et notamment des centrales d'achat pour certains de nos achats, pour différentes raisons. D'abord parce que en volume, en tout cas en montant, nous sommes un gros acheteur public, mais pas forcément récurrent sur un certain nombre de prestations, et donc nous n'avons pas forcément le levier de massification que peuvent avoir certaines centrales d'achat sur certaines prestations. Donc il peut être plus intéressant pour nous de passer par des centrales d'achat type UGAP pour certaines prestations, et donc nous utilisons à la fois l'UGAP, la direction des achats de l'État, ou également la centrale d'achat RESA sur qui s'occupe plutôt des achats hospitaliers, mais à laquelle nous avons accès également. Et donc nous les utilisons pour des besoins informatiques, des équipements de bureau, du mobilier, des prestations de services, prestations d'accueil et de sécurité de l'immeuble. Nous avons récemment mobilisé la direction des achats de l'État sur un sujet qui n'était pas évident pour nous, qui était l'achat d'énergie pour les besoins des essais et des mises en service. Et donc nous avons trouvé une solution qui répond à notre besoin auprès de la direction des achats de l'État. Et concernant RESA, c'est une utilisation pour l'instant assez résiduelle, le diagnostic amiante et un marché lié à des sujets d'organisation. Donc voilà ce qui est aujourd'hui mobilisé. Peut-être pour aller un petit peu plus loin, puisqu'il y a l'organisation, la façon dont nous fonctionnons, la gouvernance de l'activité achat, commande publique, qui se fait à plusieurs niveaux. Je dirais à tous les niveaux de l'établissement. Donc, dans un premier temps, la mise en place d'une gouvernance dédiée à l'activité de passation et d'exécution sous forme de comité de pilotage qui assure une traçabilité de la totalité des actes de la passation et de l'exécution, enfin du moins dans leur phase essentielle. Et dans ces comités de pilotage, nous trouvons à la fois les directions prescriptrices, c'est-à-dire celles qui sont à l'origine du besoin, bien évidemment les directions, ou en tout cas les services de la direction des marchés pilotage contractuel dans toutes ces composantes, que ce soit les juristes, les acheteurs, les économistes, autant que de besoin. Et selon le montant et le caractère stratégique du marché dont on parle, la participation d'un des membres du directoire. Donc ça permet en fait d'avoir une traçabilité de l'ensemble des actes de la passation et de l'exécution, et encore une fois dans une conception de l'acte d'achat de bout en bout. Au-delà de la gouvernance que nous avons mise en place en interne, nos marchés sont par ailleurs soumis pour contrôle et pour contrôle de régularité à une commission d'examen qui s'appelle commission d'examen et de procédure des marchés, qui est composée pour partie de personnes internes à la SGP, mais en l'occurrence c'est Frédéric Brédillot et moi-même, mais pour une grande majorité par des personnes externes, donc qui viennent nous questionner sur nos décisions en termes de passation et d'exécution. Et peut-être un point important, je vais peut-être terminer là-dessus, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que parmi ces personnes externes, nous avons des représentants de la DGCCRF pour les sujets de concurrence, des représentants du Conseil d'État
justement pour vérifier la régularité juridique de tous ces éléments, et un représentant également de notre mission de contrôle qui vient du budget. Alors, je suis désolé de reprendre la parole, mais des informations évidemment utiles, mais nous vous attendons principalement sur votre cœur de métier et la façon dont vous l'exercez. Donc, monsieur le rapporteur et les collègues vous interrogeront, mais là, très rapidement, est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres? Disposez-vous de données précises en la matière? Vous avez donné tout à l'heure, monsieur Bredillot, l'exemple de marchés importants, au-delà de 500 millions d'euros, 2,8 milliards d'euros. Particulièrement pour ces marchés, on peut penser évidemment aussi à ceux supérieurs à 50 millions d'euros. Qu'en est-il de l'allotissement, de la sous-traitance, avec quelques données clés, hein, on ne vous demande pas de rentrer dans le détail de la mécanique. Sur les achats innovants, le soutien aux TPE-PME, est-ce qu'aujourd'hui vous avez dans les sociétés attributaires de vos marchés, là aussi des chiffres concrets à nous donner, parce que nous avons bien compris que vous évoquiez la 95% d'établissements en France, s'agissant des 2800 fournisseurs pour vos 847 marchés, mais là singulièrement sur les marchés les plus importants, où évidemment on se doute bien que ce sont les majors, comme vous l'avez dit, qui seuls sont en capacité de répondre. Est-ce qu'elles répondent en groupement? Est-ce que c'est davantage une logique de sous-traitance qui se déploie? Si oui, dans quelles conditions? Et puis sur le contrôle des prix, parce que forcément, quand vous réduisez le nombre d'acteurs potentiels, que vous réduisez la concurrence, celui qui offre le service est en position de force. Et on a pu le voir, nous, dans nos collectivités, particulièrement ces dernières années, avec parfois, on peut le dire quand même, des effets d'aubaine. Donc ça interroge évidemment sur le pilotage budgétaire et donc comment vous intégrez ces éléments-là. Donc sur ces points, si vous pouviez nous donner quelques chiffres, et puis ensuite, monsieur le rapporteur et les collègues vous interrogeront. Tout à fait, Monsieur le Président. Alors, on va peut-être commencer, si vous le voulez, par le sujet TPE-PME. Donc, sur le sujet TPE-PME, on a deux types d'actions qui sont différentes. On a d'une part une action de sourcing dédiée vers les TPE-PME et d'allotissement adapté sur ceux des marchés qui ont une taille qui le permettent et qui sont notamment les marchés de la structure de l'établissement. Et pour le gros de notre commande, on a des exigences de part TPE-PME qui sont donc en pratique principalement présents dans notre activité comme sous-traitants des mandataires de nos marchés. Tu peux donner les chiffres. Et sur cette part, oui, c'est ça. Oui. Donc on a 20% de nos marchés de travaux qui doivent profiter à des TPE-PME, et c'est dans une fourchette de 10 à 20% pour les marchés de prestations intellectuelles et de services. Si on donne quelques chiffres... Des marchés de travaux, c'est en valeur ou c'est en nombre de marchés? C'est en valeur. En valeur. Voilà. Quelques chiffres peut-être sur le montant qui a été payé à des TPE-PME, c'est 3,1 milliards d'euros qui ont été versés à des TPE-PME. Depuis la création de la SGP? Depuis la création de la SGP. Okay. Et après, la question qui est intéressante, c'est de savoir où on trouve ces TPE, PME, parce que vous posiez la question en fait de comment sont constitués nos titulaires en réalité. Vous avez raison, c'est rarement des entreprises individuelles, hein. C'est très souvent, surtout sur des marchés de cette taille et de cette complexité. Le chiffre que donnait Frédéric, si on prend ne serait-ce que les marchés supérieurs à 50 millions d'euros, c'est 69 marchés. Donc c'est assez naturellement en fait sous forme de co-traitance, hein, avec des groupements momentanés d'entreprises, que les titulaires soumissionnent. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, les TPE-PME, c'est pas tant en fait
Parmi les titulaires que nous les comptons, il y en a, mais aujourd'hui, finalement, assez peu par rapport au nombre de titulaires de nos marchés, puisqu'il y a 53 marchés qui ont été attribués à des TPE-PME, alors que le nombre de sous-traitants qualifiés de TPE-PME, on en compte 1386. Donc, pour répondre à votre question, c'est plutôt dans le panel des sous-traitants que dans le panel des titulaires que nous trouvons donc ces entreprises petites ou moyennes. Prolonge le point en lien avec la question des PME, l'origine géographique des entreprises. Paradoxalement, nous, notre préoccupation, ça a plutôt été de rechercher des entreprises qui n'étaient pas systématiquement des entreprises franciliennes. Et donc, on s'est efforcé d'essayer de mobiliser dans les territoires avec des campagnes de sourcing qu'on a conduit notamment avec les CCI des entreprises qui étaient soit susceptibles de soumissionner à nos marchés, soit plus généralement susceptibles de devenir sous-traitants de nos titulaires ou fournisseurs de nos titulaires qui, eux, se trouvent être pour l'essentiel des entreprises dont le siège est en Île-de-France, mais qui sont des entreprises françaises à dimension mondiale pour beaucoup d'entre elles. Dans un contexte où l'un de nos enjeux, enfin deux enjeux originels, le premier c'est la capacité du marché à produire industriellement les besoins qui étaient les nôtres. Et le second, qui est celui que vous évoquiez, Monsieur le Président, évidemment, notre capacité à acheter ces besoins dans des conditions qui soient conformes à nos intérêts économiques et économes des deniers publics, dans un contexte où la tension sur la concurrence était importante. Je reviendrai peut-être également, si vous le souhaitez, sur le sous-sujet des évolutions de prix et des matières premières, qui est un autre sujet. Sur le sujet de la volumétrie, on a eu une période de génie civil qui est aujourd'hui, pour l'essentiel derrière nous, extrêmement intense et qui se matérialisait par la mobilisation de tunneliers dans le sous-sol francilien à un niveau très important, puisqu'on est monté jusqu'à 20 tunneliers en opération simultanée, ce qui représentait à peu près le niveau d'activité européen de l'activité de grands travaux. Nous n'achetons pas les tunneliers, ce sont les entreprises qui les achètent. Ils les achètent auprès de fournisseurs qui, eux, sont des fournisseurs qui ont une activité mondiale et qui alimentent aussi le marché moyen-oriental et le marché asiatique. Donc il n'y avait pas de problème, pour le coup, sur les machines. Par contre, on avait des difficultés, nos entreprises avaient des difficultés sur les équipes pour faire fonctionner ces machines. Et ça a amené, pour le coup, les quelques entreprises étrangères qu'on a pu avoir étaient des entreprises européennes de pays alpins et qui étaient donc très rodées aux ouvrages d'art et aux constructions de tunnels, et donc notamment des Suisses et des Italiens qui sont venus dans ce cadre. Pour le second aspect, qui est l'aspect gestion de la concurrence, donc c'est absolument l'enjeu central. D'une part en passation et d'autre part dans les modalités différentes en exécution. En passation, la question déterminante, c'est à la fois l'allotissement et le calendrier d'attribution des marchés.
Et on a été confronté de manière extrêmement prégnante à ce sujet sur la dernière série d'attributions de nos grands marchés de travaux, qui sont 4 lots de conception-réalisation pour la conception-réalisation des 4 tronçons de la portion nord de la ligne 15 qui fait une rocade autour de Paris, qui sont des marchés de taille individuelle allant de 1 à 2,8 milliards d'euros en ordre de grandeur, et vis-à-vis desquels le nombre d'entreprises susceptibles de candidater était limité. Compte tenu des modalités de dialogue compétitif qu'on a retenues, et notamment du calendrier d'attribution successive des offres, qui n'a pas permis aux différents candidats d'attendre pour se positionner les uns par rapport aux autres, on tire un bilan qui est un bilan conforme à nos attentes de l'ensemble de ces attributions, qui globalement, mais on vous transmettra les chiffres écrits, y compris les données nominatives de ces marchés, de manière globalement en dessous de nos estimations de passation. Donc on considère que la concurrence a tout de même bien fonctionné sur ces marchés. Sur l'aspect prix des matières premières, j'ai pas précisé ou peut-être pas suffisamment évoqué un point. L'établissement pilote son coût d'objectif à des conditions économiques qui sont figées. Donc quand je dis que notre coût d'objectif est un coût d'objectif de 36 milliards d'euros, c'est un coût d'objectif aux conditions économiques de 2012. On fait ça pour des raisons de pilotage interne, parce qu'on ne peut pas juger de la performance de nos opérationnels sur la base d'éléments macroéconomiques. Néanmoins, on paye à des conditions économiques courantes, et donc on a effectivement subi l'augmentation des indices dans des marchés qui sont pour nous quasiment tous des marchés actualisés, donc indexés. On a très peu de marchés à prix fixe, ce qui représentait effectivement un renchérissement en euros courants du coût de nos opérations. Et, mais Benoît peut y revenir, dans certains cas, des risques de modification de l'équilibre économique du marché susceptibles de mettre en cause l'équilibre économique de certains de nos fournisseurs, et notamment les plus petits. La préservation de l'équilibre économique de nos petits fournisseurs et le délai de paiement vis-à-vis de nos petits fournisseurs, et le traitement de leurs conditions de trésorerie étant un sujet d'attention spécifique pour nous. En revanche, du point de vue global de l'établissement, et compte tenu de ce qu'est notre modèle économique, l'inflation est en fait quelque chose qui s'est révélé favorable à l'équilibre économique global du projet, pour les raisons que je vous indiquais, à savoir que nous avons parallèlement sécurisé des coûts de financement qui sont des coûts de financement à taux fixe. Et donc nous avons une partie significative de nos dépenses qui est indépendante de l'inflation, une partie limitée de nos dépenses de travaux qui a subi l'inflation, et des recettes qui, elles, sont des recettes indexées sur l'inflation. Et donc globalement, l'équilibre, les banquiers d'IREALM de l'ensemble a produit une amélioration du modèle économique et une réduction des échéances d'amortissement de la dette. Sur le... Il y a peut-être deux éléments en fait qui favorisent et qui nous aident dans la performance de notre activité achat. Le premier, il est lié aux modalités de financement, c'est-à-dire que c'est un projet qui est totalement financé. Pour le marché fournisseur, c'est important parce que nous achetons des marchés de travaux qui durent plusieurs années. Et donc cette sécurité que le panel fournisseur peut avoir au moment où il soumissionne sur le fait que son
client va pouvoir payer l'ensemble des situations jusqu'au terme du marché, c'est quelque chose qui permet d'acheter de manière plus efficace. Ça, c'est le premier élément. Puis alors le deuxième, c'est plus un choix que nous avons fait et qui n'est pas forcément le choix de tous les acheteurs publics et parfois c'est même l'exception, c'est que la quasi-totalité de nos marchés font l'objet de révisions et ça aussi, ça sécurise les fournisseurs au moment de l'offre. Je pense que personnellement que c'est beaucoup plus efficace parce que, alors certes effectivement il y a les aléas du fonctionnement de la clause de révision qui peut marcher dans un sens ou dans l'autre, mais il me semble qu'on est beaucoup plus à même pour porter ces aléas plutôt que de demander aux fournisseurs de faire un pari spéculatif qui forcément a un prix au moment de la passation et que d'ailleurs personne ne peut véritablement calculer. Merci. Pardon. Non, allez-y. C'était juste pour continuer, vous n'hésitez pas à m'arrêter sur que dans les différentes têtes de chapitre que vous avez évoquées, considérations environnementales, nous avons des considérations environnementales aujourd'hui dans des marchés qui représentent 95,5% du montant total des marchés que nous avons notifiés, c'est-à-dire en pratique dans la totalité ou la quasi-totalité des marchés de travaux. Et nous avons des considérations sociales, c'est-à-dire des engagements d'insertion dans 93,5%, enfin dans des marchés représentant 93,5% du montant total de nos marchés, avec une obligation des titulaires que nous avions initialement fixée à 5% des heures réalisées vers des publics éloignés de l'emploi et que nous avons relevé il y a 2 ans ou 3 ans, j'ai un petit doute, 3 ans, à 10%, ce qui, à date, a permis l'emploi de 5,6 millions d'heures de travail pour des publics rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi. Nous avons également une action d'innovation, puisque vous l'évoquiez, innovation qui, pour ce qui nous concerne, est plutôt une innovation orientée technique constructive, et donc technique constructive dans une finalité décarbonation, réduction de l'impact carbone des ouvrages à construire, et donc déploiement de techniques innovantes du type béton bas carbone, béton ultra bas carbone dans nos ouvrages, avec des opérations qui ont la taille le permettant et dont on espère qu'elles peuvent servir de laboratoire ou de vitrine aussi pour nos titulaires et contribuer à tirer le marché. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur. Merci de vos explications très précises. Moi, je vais revenir un peu sur les gros marchés, 109 gros marchés, il y a plus de 50 millions. Pas beaucoup de gens peuvent répondre à ces marchés, vous l'avez confirmé. Est-ce qu'il n'y a pas, à votre avis, vous l'avez dit aussi, mais un risque d'entente par rapport au major du BTP, puisque, bon, s'il y a un groupement d'entreprises, on peut s'arranger pour dire, toi, tu prends ça et partager un peu le marché, compte tenu aussi de plusieurs appels d'offres. Alors, vous n'avez pas de différentes étapes, mais si vous avez lancé plusieurs lignes en même temps, il y a forcément les mêmes qui ont répondu d'un côté avec des groupements avec d'autres. Est-ce qu'il n'y a pas de ce côté-là un risque important de dire, voilà, même si c'est juste en dessous du prix, hein, ça peut être très bien orchestré, vous le savez très bien, des Vinci, des Fage ou des B, se parlent un peu, donc en fonction de leur activité, du monde à mettre sur les gros marchés de travaux. Vous n'avez pas perçu ça. Et deuxième question, c'est par rapport bien sûr à ça. Dans ces marchés-là, les étrangers viennent forcément, les gros européens viennent. Quel est le pourcentage global de retombées sur nos entreprises françaises? Première question. Deuxième question, dans vos clauses de contrat, avez-vous beaucoup d'avenants? Parce que bon, ça peut être un risque aussi, parce que c'est des marchés assez techniques, et on n'a pas tous la science infuse, donc il peut arriver quelquefois qu'il y a des choses ou des évolutions. Et je pense que là, ça peut être un sujet aussi de renchérissement de ces marchés.
Et la question, c'est simplement comment vous organisez les délais de paiement sur le marché long avec des situations et quel est votre délai de paiement? On va les prendre dans l'ordre. Oui, non, j'avais fait 3 pour grouper. D'autres questions? Non? Non, c'est bon, c'est bon. Ah bon, pardon. Premièrement, effectivement, le risque d'entente ou de pratique anticoncurrentielle, quelle qu'elle soit, il est évident. C'est quelque chose que sur lequel nous avons une vigilance de tous les instants et depuis l'origine. Je vous indiquais tout à l'heure, et ce n'est pas complètement anodin, que nous avons une commission d'examen des procédures marché à laquelle siège un représentant de la DGCCRF. C'est également pour vérifier que au regard des éléments, des offres qu'on présente, il n'y a pas de suspicion d'entente. Donc nous avons mis en place, parce que je dirais que la culture générale des personnes publiques sur ces sujets-là n'est pas forcément complètement acquise. Donc avec l'aide justement de la DGCCRF, nous avons formé les acheteurs sur l'identification de certains signaux faibles qui peuvent permettre de suspecter des pratiques anticoncurrentielles. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de suspicion de telles pratiques sur les marchés que nous avons passés. Est-ce que ça garantit qu'il n'y en a pas eu? Non, je ne peux pas vous le garantir, mais en tout cas, nous n'avons pas identifié de choses qui nous ont alertés. Mais une fois qu'on a dit ça, on a quand même des configurations d'achat qui peuvent être plus ou moins propices à la concertation, on va dire, entre les opérateurs. Frédéric Brédillot évoquait il y a quelques instants un des achats les plus importants que l'établissement a pu faire. Ce sont les 4 marchés de conception-réalisation qui ont été lancés dans un laps de temps assez court. Et les opérateurs qui peuvent répondre, il n'y en a pas des masses, donc il y a eu 4 groupements autour des différents majors qui sont présents. Et donc, dans cette configuration, on a été encore plus attentif à la réalité de la concurrence entre chacun d'entre eux. Et un des éléments, moi, que je retiens et que je pourrais conseiller comme étant une bonne pratique, c'est, je dirais, la prévisibilité, ou surtout le fait de ne pas rendre les choses trop prévisibles vis-à-vis du marché. Et donc, à un moment donné, on a décidé effectivement d'inverser l'ordre d'attribution des marchés. Et donc ça, bon, on n'avait pas forcément de soupçons de pratiques anticoncurrentielles, mais en tout cas, ça peut perturber effectivement un marché si tant est qu'il est cartélisé. Et après, un autre élément, c'est, on parlait tout à l'heure de l'allotissement, mais il y a le calendrier aussi. Donc voilà, nous on passe beaucoup de marchés dans un laps de temps assez court. Il nous est arrivé, en ayant constaté un risque avéré de saturation de la capacité des fournisseurs, de différer des actes d'achat pour permettre à plus de fournisseurs de pouvoir répondre. Donc voilà, c'est des éléments de réponse, il y en a d'autres, mais ceux-là ont prouvé leur efficacité. Alors, oui, tu veux poursuivre ou... Non, c'était je voulais répondre sur la question des avenants pour confirmer, monsieur le rapporteur, que c'est effectivement un sujet majeur, puisque ceux de nos marchés qui sont des marchés de travaux sont des marchés qui se déroulent sur des périodes de temps qui sont très longues. On a des marchés qui vont s'exécuter pendant 6, 7, 8 ans. Et donc effectivement, dont l'expérience montre qu'ils se déroulent à peu près jamais comme c'était prévu initialement pour des tas de raisons, y compris pour des raisons qui nous sont malheureusement imputables parce qu'entre-temps, on change d'idée, pour la faire courte, dans la mesure où nos marchés sont par ailleurs imbriqués, puisqu'on produit en fait un système industriel dans des ouvrages de génie civil, ce qui du coup nous amènera à nuancer, parce que disait Benoît tout à l'heure, l'appréciation de la performance d'achat, puisque en réalité pour nous on a une performance d'achat à la notification dont on peut dire quelque chose,
on aura une performance d'achat, j'en parle au futur, c'est pas tout à fait exact, je vais y revenir, au terme des marchés, mais en réalité des marchés de travaux terminés pour la SGP, on en a encore très peu par rapport à la masse de nos opérations. Sur les marchés, mais on vous donnera là aussi les éléments nominatifs et individuels sur les 7 marchés de travaux qui sont terminés, DGD, conclus. On a des marchés qui vont entre moins 8% et plus 29% du montant de la notification initiale. On aura très certainement des marchés qui se termineront plus haut, étant précisé que notre pilotage ne se fait pas et ne doit pas se faire à la maille du marché, puisqu'on peut avoir intérêt à supporter des surcoûts sur un marché pour en éviter sur un autre. Et ces évolutions en montant signifient qu'on a aussi des sujets importants de régularité et de contrôle des avenants. Et comme le disait Benoît, donc on a fait le choix d'une organisation qui est une organisation continue, passation et exécution, et d'un contrôle qui est également continu, puisque la commission composée pour 8 de ces 10 membres de personnalités extérieures qui analysent nos passations et amont des passations, diverses étapes de procédure, la sélection des candidatures, l'analyse des offres, etc., est également compétente sur les avenants des marchés que nous passons dès lors qu'ils dépassent des seuils. Sur les délais de paiement, moi je vais laisser Benoît compléter si tu le souhaites. C'est effectivement alors, une question qui a 2 volets. Premier volet, nous avons une pratique consistant à accorder des avances à nos fournisseurs dans les marchés, donc de leur permettre d'avoir des conditions de trésorerie qui peuvent être avantageuses pour eux. Les avances peuvent se... Enfin, il y a une règle où c'est variable, le pourcentage s'élève à combien? Généralement 5%. 5% du montant du marché. 5. D'accord, oui, donc c'est plutôt faible. Alors, on a pu monter jusqu'à 10%, mais voilà, c'est l'ordre de grandeur. Voilà. Et ça peut bouger en fonction de la taille de l'entreprise aussi, parce que on sait très bien que pour une TPE-PME, ça va forcément être plus compliqué que pour une major. Alors, c'est surtout en fonction de, on va dire, de l'investissement et des prestations qu'il y a à réaliser avant la première facturation des situations de travaux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des achats et des commandes importantes qui doivent être réalisées par le titulaire avant de pouvoir intervenir sur les travaux. Et donc, en fait, il y a deux façons de traiter le sujet. On peut effectivement le traiter par le biais d'une avance, voilà, qui est payée au moment ou juste après la notification du marché. Et qui donc est une injection de trésorerie vers le groupement titulaire et qui lui permet de couvrir ses premières dépenses. Et puis après, il y a un deuxième élément qui est extrêmement structurant et qui, à mon avis, est déterminant sur la performance de l'acte d'achat, parce que ça réduit le prix in fine, c'est les jalons de paiement. Il y a une règle de droit qu'on ne peut pas payer si le service n'est pas fait, mais enfin, on peut effectivement déterminer des jalons de paiement qui correspondent au décaissement des fournisseurs, parce que de la même façon, je vous disais, je suis intimement convaincu que nous n'avons strictement aucun intérêt à faire porter au secteur privé des risques que de toute façon ils ne savent pas estimer ni chiffrer. Et je parlais tout à l'heure effectivement de l'inflation par rapport aux clauses de révision. Mais il en va de même sur la trésorerie.
c'est-à-dire que faire porter le prix et le financement de la trésorerie par le secteur privé, alors même que la Société des grands projets a aujourd'hui en caisse les moyens de payer l'ensemble de ses fournisseurs, ça ne fait pas de sens. Donc nous travaillons à la fois sur ces deux leviers, avance, jalon de paiement, de façon à faire en sorte, et ça intègre évidemment l'ensemble du panel fournisseur, qu'il soit le plus possible en trésorerie, pas forcément trop positive, hein, mais voilà, on essaye de trouver la neutralité, ce qui n'est pas toujours facile. Hein. Et sur vos délais de paiement, aujourd'hui, vous avez un indicateur qui... Oui, le délai de paiement, qui est un de nos axes d'amélioration, est aujourd'hui, donc 2024, notre délai de paiement tout fournisseur, toute facture payée, 34,7 jours, et TPE, PME, 32,2 jours. Et comment vous expliquez ce délai-là? Vous avez dit que c'était un axe d'amélioration. C'est un axe d'amélioration parce que, d'une manière générale, on a deux caractéristiques principales. On a une première caractéristique qui est d'avoir d'une part des opérations très complexes et d'autre part du tout venant. Ce qui signifie que quand on paye des factures, donc on paye environ 20 000 factures par an, on va avoir des factures qui sont des factures à 50 millions d'euros et des factures à 120 euros. Il se trouve que les factures à 120 euros, souvent, sont des factures de plus petites entreprises et qu'il faut qu'on arrive, alors que les enjeux économiques, pour nous, sont différents, à tenir compte du fait que la situation de nos fournisseurs n'est pas la même. Et on a une deuxième caractéristique qui est que sur les opérations qui sont les opérations complexes, on a des factures qui sont des factures très complexes. Factures très complexes parce que, au-delà des enjeux de commande publique, une grande part de nos opérations sont des opérations de l'OAMOP, avec des situations des entreprises de travaux qui sont des situations mensuelles sur lesquelles s'empile un titulaire, des co-traitants, des sous-traitants, validés par un maître d'œuvre, contre-validés chez nous et passant par ailleurs en comptabilité publique. Donc on a un process qui est lourd. On avait jusqu'à présent, l'année dernière, un logiciel de gestion daté et peu performant. On a basculé sur un nouveau logiciel de gestion et donc on ambitionne d'améliorer notre délai de paiement grâce à ces évolutions dans le jeu de contraintes qui est le nôtre. Merci. Alors, Monsieur Salmon, Monsieur Kenevet, c'est bon pour vous, Monsieur le rapporteur? Je n'ai pas répondu à une de vos questions, Monsieur le rapporteur, mais voilà, mais j'y reviendrai tout à l'heure si vous voulez. Enfin, Merci, Monsieur le Président. Donc, nous avez indiqué que pour les TPE, PME, c'était à peu près 20% des marchés en valeur qui étaient attribués, et qu'à côté, il y avait de nombreux sous-traitants qui étaient dans des marchés pris par des plus grosses entreprises. Est-ce que vous trouvez cela satisfaisant? Est-ce qu'il y aurait moyen de faire autrement? On a parlé d'allotissement tout à l'heure, parce qu'on sait bien qu'une partie de la marge est captée par les assembliers. Voilà. Est-ce que vous avez des préconisations à faire dans ce domaine? Et puis sinon, je continue parce que j'ai eu une autre question plutôt sur les considérations environnementales. Vous avez dit qu'il y avait 99,5% des marchés de travaux qui avaient des considérations environnementales. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces considérations environnementales? Vu que vous avez beaucoup de travaux avec des tunneliers, donc il y a beaucoup de déchets d'excavation. Je sais que c'est vraiment un vrai sujet dans cette gestion des déchets. Comment cela est-il pris en compte dans les appels d'offres? Quelle est la part des points que vous attribuez en fonction de ces considérations environnementales? Voilà ce qu'il en est de mes deux questions. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Salmon. Monsieur Kenevet. Oui, merci. Merci de vos informations. Effectivement, dans le prolongement de ce que vient de dire notre collègue, peut-être que l'instauration d'une REP
redevance aux producteurs amène des surcoûts pour la Société du Grand Paris dans le traitement des déchets. Vous pourrez nous en dire 2 mots. Je voulais rebondir sur les questions de paiement pour demander si vous avez été victime de fraude au paiement, c'est-à-dire des factures qui arrivent émanant de sociétés qui n'ont rien à voir avec vous, et on voit bien dans certaines collectivités que cela arrive. Première question. Et puis deuxième question, vous qui avez une bonne pratique de l'achat public, est-ce que vous auriez des propositions à nous faire pour simplifier l'achat public dans notre pays et faire en sorte que les projets puissent se concrétiser un peu plus vite? Parce que la problématique à laquelle on est affronté aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de projets économiques dans notre pays, mais il y a tellement de délais pour les réaliser que finalement c'est la croissance qui en pâtit. Et peut-être qu'il y aurait des solutions simples à apporter pour accélérer la concrétisation des projets par la simplification administrative. Merci. Monsieur Dupuis, donc tout d'abord la dernière réponse à la question de monsieur le rapporteur, et puis ensuite les réponses à monsieur Salmon et monsieur Kennedy. Donc on commence par la simplification administrative, hein, c'est ça? Non, si vous pouviez commencer par la dernière question qui restait en souffrance de monsieur le rapporteur. Pardon, oui. D'accord. La participation des entreprises étrangères à nos appels d'offres, en fait, c'est quelque chose que nous, on souhaite et qu'on incite. Le fait est qu'aujourd'hui, la quasi-totalité de nos fournisseurs sont des entreprises françaises ou ayant une implantation en France, mais en fait, en réalité, la plupart sont des entreprises à capitaux français. Mais nous, notre intérêt, à un moment donné, c'est quand même qu'on ait l'intensité concurrentielle suffisante pour pouvoir acheter au bon prix. Et on commande énormément de prestations, beaucoup de travaux, sur un secteur économique qui est quand même limité. C'est la raison pour laquelle, parmi les activités de la direction que je gère, on a quotidiennement des actions qu'on appelle de sourçage, c'est-à-dire effectivement d'investigation de quels sont les opérateurs économiques, y compris à l'étranger, qui peuvent répondre à nos besoins. C'est pas forcément facile, parce qu'il y a quand même des barrières à l'entrée, qui peuvent être réglementaires, qui peuvent être des barrières de langue aussi, il ne faut pas le négliger. On est dans un schéma de réalisation en loi MOP, qui est très très particulier et très franco-français, c'est-à-dire que c'est peu connu de certains autres acteurs économiques, mais néanmoins cette démarche a pu payer, et notamment dans le secteur des travaux publics, puisque au-delà des majors français des travaux publics, qui sont un petit peu des champions internationaux, et c'est très bien comme ça, on a réussi à faire rentrer à la fois un acteur italien de poids, qui est la société WeBuild, sur un de nos marchés de génie civil, et puis dernièrement sur un des marchés de conception-réalisation, de la même façon que nous avons pu faire rentrer, mais il faut aller les voir pour les convaincre qu'ils ont une possibilité et une réelle chance de participer à nos appels d'offres et de les gagner. Donc ça a été le cas également avec l'entreprise Ferrovial, qui est une entreprise de génie civil espagnole, qui est mondialement connue, mais peu présente en France. Voilà. La chose, cette démarche, on l'a retrouvée également sur la maîtrise d'œuvre, puisqu'on a en France la chance d'avoir parmi les meilleures maîtrises d'œuvre du monde, les meilleures ingénieries du monde sur les systèmes de transport, mais un projet comme le Grand Paris Express épuise la totalité des ressources disponibles. Et donc là aussi, à la fois pour des raisons concurrentielles et puis des raisons de ressources, on est allé chercher des entreprises étrangères. Alors on n'est pas allé très très loin, on est surtout allé en Belgique, parce que là aussi, il y a à la fois la barrière de la langue et la barrière réglementaire, et donc on a pu faire rentrer Sweco et Tractebel parmi le panel des ingénieries qui nous accompagnent. Moi, je considère que ça fait partie de notre travail, de notre mission, de faire rentrer les acteurs qui viennent dynamiser le panel de nos fournisseurs. Et lesquels, s'agissant de ces entreprises européennes, sont d'ailleurs parfois en groupement avec comme co-traitants des entreprises françaises, et ont par ailleurs des sous-traitants qui sont des sous-traitants français. Parce que quand je parlais de barrière à l'entrée, je pense qu'il est quasi impossible pour elle de soumissionner seule.
Sur les aspects environnementaux, donc vous avez complètement raison, d'abord, monsieur le sénateur, pour dire que un enjeu extrêmement important pour nous, ce sont les terres excavées par les tunneliers. Donc on a excavé à date 33,5 millions de tonnes de terres excavées. Et conséquemment, on a aussi un enjeu financier important là-dessus, qui est la TGAP. Parce que des terres dites naturellement polluées, concept dont qui n'est pas complètement intuitif, sont des objets dont le dépôt est susceptible d'emporter le paiement de la TGAP, qui a donc un coût important pour l'établissement. Et donc c'est sur ce sujet initialement, alors outre évidemment les enjeux plus généraux d'environnement, de protection de l'eau et de préservation des milieux naturels, dans certains cas d'espèces protégées, mais il se trouve que dans la mesure où on intervient vraiment à titre principal en milieu urbain, on a assez peu d'enjeux de cette nature par rapport à d'autres maîtres d'ouvrage. On en a un petit peu, mais assez peu. C'est sur la problématique historiquement de la gestion des déblais qu'on a porté l'accent, avec des objectifs de valorisation de ces déblais. On a un objectif de valorisation global qui est de 70%, on n'a pas encore atteint, puisque à date on est à 55% de valorisation, donc valorisation réemploi pour des projets d'aménagement ou des choses comme ça, donc qui sont des obligations contractuelles dans les marchés. Et on a par ailleurs, je le disais, et de plus en plus une approche avec des stipulations environnementales orientées autour du carbone et du carbone en construction. On avait depuis l'origine des préoccupations de maîtrise des émissions de carbone à travers les circulations, notamment le recours à des modes d'évacuation des déblais aussi peu polluants que possible, donc fluvial et mode de transport routier peu polluant. On est passé de plus en plus sur de l'action directement liée à la conception, avec du coup des bilans carbone à la conception qui sont portés par les entreprises, et y compris des mécanismes de primes en réduction des bilans carbone qui sont faits à cet effet. On pourra vous passer là aussi des éléments détaillés sur le sujet. Sur l'aspect simplification et délai, mais je laisserai là aussi Benoît compléter. Je pense que le point du calendrier de l'action publique est un point qui est absolument majeur, et que la crédibilité de l'action publique passe par le fait d'être capable de livrer des choses dans des délais qui sont dans des délais d'horizon politique atteignable, et il est fortement contre-intuitif que la production du métro parisien ait été plus rapide en 1900 qu'elle l'est en 2025. Or, pourtant, c'est très massivement le cas. Alors, il y a des bataillons de... Vous pourriez nous donner un ordre de grandeur? Je ne sais pas, c'est le ratio à la centaine de mètres ou au kilomètre. Si vous ne l'avez pas là, nous le communiquer. Ouais, ce que j'allais vous dire, c'est que derrière le concept de métro de 1900, qui est la réalisation d'une tranchée ouverte ouvrant la rue de Rivoli pour poser des rails d'un métro,
d'un train à vapeur et un métro qui est aujourd'hui réalisé avec quasiment aucun impact en surface, à 50 mètres sous terre, en fait, les objets techniques ne sont pas les mêmes. Néanmoins, je dirais qu'en ordre de grandeur, du point de vue du passager et du point de vue de l'usager qui, en 1900, n'avait pas le sentiment d'être dans un environnement technique obsolète par construction au moment où ils ont ouvert, on a dû multiplier par 6 ou 7 les temps de production. Nous, notre sentiment, c'est que ça, c'est un enjeu majeur. Et de ce point de vue-là, permet de le signaler, on considère que le concept qui a été de fait produit par le législateur dans la loi de décembre 2023 à partir d'une proposition de loi et qui a d'ailleurs été fortement améliorée et enrichie par la Haute Assemblée de services express régionaux métropolitains est un concept qui, outre diverses vertus, a, de mon point de vue, une vertu politique importante qui est de pouvoir présenter sur un territoire un ensemble d'opérations qui sont phasées dans le temps et de ne pas nécessairement être dans des opérations segmentées, dont des opérations de mode lourd, ferroviaire ou métro, qui vont mettre plus d'un mandat, voire plus de 2 mandats pour se déployer, période pendant laquelle non seulement aucun bénéfice politique n'est susceptible d'être tiré des opérations, mais on a même au contraire que des nuisances, et probablement davantage de nuisances sur les opérations de développement de l'offre ferroviaire dans les territoires qu'on en a, nous, en région parisienne, puisque par ailleurs, c'est des opérations qui sont susceptibles de dégrader le service existant par intervention sur les réseaux existants. Donc le fait de pouvoir présenter, d'avoir ce que des petites victoires progressives permettant d'intégrer le sujet est un élément extrêmement important et un élément extrêmement important de l'action publique. Pour autant, pour ce qui nous concerne et au strict plan du champ de vos travaux, c'est-à-dire ce qui concerne la commande publique, nous n'avons pas le sentiment que ça soit sur les grosses opérations de travaux complexes qui sont les nôtres, la commande publique qui est en tant que telle un facteur de ralentissement des opérations. Donc, certes, les procédures sont longues, certes, pour des achats qui sont des achats modestes, elles peuvent sembler très longues, d'où, pour ce qui nous concerne, pour des petits besoins, le recours à des mécanismes d'intermédiation de type UGAP et DAE qu'évoquait Benoît. Mais en réalité, le temps de la spécification technique, le temps de la conception par les entreprises et le temps de la négociation sont des temps où on a peut-être des marges de manœuvre. Il y a certainement des aspects de simplification procédurale, mais il ne nous semble pas que ce soit le droit de la commande en tant que tel qui soit un facteur majeur de retard là-dessus. En revanche, sur le droit de la commande, et je m'en voudrais de ne pas évoquer ce point avec vous, nous avons un point d'attention que je voulais porter à la connaissance de votre commission. Le propre du droit de la commande, c'est de ne pas tenir compte de l'historique du candidat, au-delà de la vérification de ses références, non plus que de l'historique des relations entre un fournisseur et un donneur d'ordre. On comprend tout à fait la logique qu'il y a derrière et la subjectivité qui consisterait à dire ce prestataire, on le connaît, il est bon, on peut lui faire confiance. Il est très difficile, j'imagine, de concevoir des
règles de commande permettant d'objectiver ce type de paramètres et a fortiori d'éviter des contentieux là-dessus. En revanche, nous, on a un point d'attention là-dessus, qui est la problématique de la sécurité. On s'efforce de sensibiliser nos entreprises aux questions de sécurité. On tient compte des enjeux de sécurité dans la passation des marchés, mais on le fait en passation, comme sur le reste, à travers des engagements qui sont des engagements formels d'organisation de l'entreprise, qu'on va ensuite éventuellement contrôler et pénaliser. Se pose la question de dire les entreprises ont des historiques d'accidentologie, elles sont plus ou moins vertueuses en la matière. Est-ce qu'il ne serait pas possible et opportun de permettre à des entités adjudicatrices ou à des pouvoirs adjudicateurs de tenir compte d'éléments objectifs liés aux performances en matière de sécurité des entreprises qui, pour les marchés de travaux, est évidemment un enjeu majeur. Alors cette piste est intéressante parce qu'elle rejoint votre question, monsieur le sénateur. C'est effectivement le positionnement des sous-traitants. Et donc, je répète ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les sous-traitants, on les trouve finalement peu parmi les entreprises de premier rang, enfin les PME, pardon. Les PME peu parmi les entreprises de premier rang et beaucoup plus dans le panel des sous-traitants, N-1, N-2, voire encore en dessous. Et ce que disait Frédéric Brédillot, ce qui peut être une de nos frustrations, c'est-à-dire effectivement de ne pas pouvoir prendre en compte la performance ou la non-performance surtout de certaines entreprises au moment de l'attribution d'un marché, parce que c'est finalement une appréciation qui est purement documentaire, parce que c'est tout ce que nous avons le droit de faire en tant qu'acheteur public. Donc ce que nous interdisons de faire pour l'attribution d'un marché, nous nous autorisons à le faire pour l'agrément d'un sous-traitant. C'est-à-dire que nous pouvons avoir effectivement identifié tel ou tel sous-traitant qui peut être effectivement une plus petite entreprise dont nous avons considéré, et pourtant nous les accompagnons, c'est-à-dire que voilà, il y a beaucoup de formations, d'accompagnement avant la sanction, qu'elles ne tiennent aucun compte des commentaires, des remarques qu'on peut faire sur nos enjeux de sécurité qui sont notre priorité numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Bon. Et donc, vis-à-vis de ces entreprises, on se donne la liberté de refuser l'agrément. Voilà. Au moins pendant un temps, le temps qu'elle nous démontre qu'effectivement, elle a remédié par des restructurations organisationnelles, la prise en compte voilà, de nos priorités en matière de sécurité. Voilà. Et quant à parce que ce n'était pas ça au départ votre question, mais ça me permet d'y revenir quand même, c'est effectivement, est-ce que c'est satisfaisant d'avoir ces petites et moyennes entreprises, voire les TPE, non pas parmi les titulaires, mais plutôt dans le bataillon des sous-traitants? Non, pas totalement. D'abord parce qu'économiquement, c'est pas forcément pertinent, parce que chacun prend sa marge sur la partie sous-traitée. Voilà. Donc il y a ce qu'on appelle des coefficients de vente, et les coefficients de vente qui s'appliquent également sur la sous-traitance. Par ailleurs, plus on a d'intervenants, plus on se trouve en risque sur ces enjeux de sécurité dont Frédéric Brédillot rappelle l'importance. Et donc, nous, parmi les choses qu'on appelle de nos voeux, c'est la possibilité pour un acheteur public d'essayer de limiter un peu le recours à de la sous-traitance, dans le sens où, soit en volume, soit en nombre, soit en rang. Mais en fait, le droit est fait de telle manière qu'on peut préconiser, mais c'est très difficile d'interdire. Une question, monsieur le sénateur, sur la fraude. Donc, la SGP a été victime de tentatives de fraude ou de fraude de manière, je dirais, indirecte. On se considérait comme victime, et d'ailleurs on s'est porté partie civile parce que par atteinte à la réputation, mais les fraudes dont on a été auxquelles on a été partie étaient des fraudes qui visaient des fournisseurs dont des escrocs, auprès desquels des escrocs alléguaient que la SGP commandait des biens
aisément monnayables, qui ont pu être des chèques cadeaux, des chèques vacances, des combinés de téléphonie. Et les escrocs se faisaient livrer, interceptaient la livraison en réalité d'une commande qui n'était pas passée par nous. On a constaté à cette occasion que de grands opérateurs n'hésitaient pas à livrer des caisses de 500 iPhones à une camionnette sur un parking à Pantin. Ce qui est probablement pas le comportement le plus prudent de leur part. On en a été tout à fait navré pour eux. Et en l'occurrence, on a une équipe d'escrocs que les services de police judiciaire ont réussi, au terme d'une mobilisation importante, à identifier et qui est actuellement poursuivi à ce titre. Donc c'était tentative de fraude, je ne sais pas si c'est là que vous avez en tête, mais qui sont les exemples qu'on a eus dans la période récente. C'est un vrai sujet, un vrai risque pour nous dans la période actuelle. Merci pour vos interventions. Je me permets simplement de soulever quelques points, mais qui pourront faire l'objet de réponses écrites. Le nombre de candidats par lot, le nombre moyen et l'évolution de ce ratio depuis la création de la SGP, parce que nous observons à l'échelle nationale comme à l'échelle européenne une réduction de la concurrence. L'avez-vous observé ou l'observez-vous? Et si oui, depuis combien de temps? Proposez-vous de façon systématique ou non des variantes, la possibilité de répondre en variante pour les marchés dont vous avez la responsabilité? Et nous vous demanderons également de pouvoir nous fournir une pondération type sur les marchés dont vous avez la responsabilité, entre le critère prix, les critères techniques, et puis des critères... On peut penser notamment ceux liés à la sélection environnementale, parce que quand vous disiez part de marché pour les TPE, PME, quand vous avez un concurrent européen, alors même si nous avons bien compris que c'était systématiquement ou quasi systématiquement en groupement qu'il pouvait répondre, pour les chaînes de sous-traitance, on ne peut évidemment pas imposer une forme de localisme quelconque, mais par l'intermédiaire des clauses, notamment des conditions, des considérations liées à la sélection environnementale, on peut favoriser évidemment, même dans des projets dont la responsabilité incomberait à des acteurs européens, de pouvoir bien intégrer des TPE et PME françaises. Donc là, si vous pouviez nous éclairer sur le sujet, pouvoir nous donner aussi tous les éléments de votre politique s'agissant, vous nous en avez déjà fourni un certain nombre, mais de vos relations directes ou indirectes avec les sous-traitants, de quelle manière vous mettez en place des garde-fous pour pouvoir les protéger sur le plan administratif, économique, financier. Et puis une dernière question, parce que là le temps passe, mais sur le pilotage par la donnée, nous voyons bien que vous disposez d'un certain nombre d'informations. De quel système d'information précis êtes-vous doté? Est-ce que c'est un pilotage en quasi-temps réel? Et au regard des montants et des missions d'intérêt public que vous assumez, est-il envisagé à court ou moyen terme de pouvoir rendre ces données publiques dans l'intérêt des entreprises, des citoyens? Parce que, encore une fois, nous sommes évidemment, nous, directement interpellés pour savoir comment l'argent public est utilisé dans nos collectivités. Nous avons eu beaucoup de témoignages en ce sens, témoignages aussi du côté de l'État. Nous voyons qu'il y a des progrès, mais que les marges d'amélioration sont quand même très nettes. Donc, si vous pouviez nous apporter ces éléments, nous vous en remercions par avance. Voilà. Vous vouliez réagir, Monsieur Briot? Non, juste dire... merci beaucoup, Monsieur le Président, et bien noté pour tout ça. Et c'était juste pour réagir sur votre dernier point, pour dire qu'on partage totalement votre analyse sur le besoin de transparence. Et je trouve que je le remettrai, on va naturellement le transmettre par ailleurs à la Commission. Je trouve qu'on a, et je pense qu'on est les premiers maîtres d'ouvrage à le faire, fait le choix, et c'est nouveau pour nous, puisqu'on le fait depuis un conseil de surveillance, de rendre public
fournir le bilan d'avancement de nos opérations qu'on présente à chacun de nos conseils de surveillance, qui est donc un document d'environ 140 pages, qui va présenter des données, alors qui ne sont pas des données commercialement sensibles, donc on n'a pas de données qu'on tient à la disposition de la commission par ailleurs pour dire que tel marché avec telle entreprise, on en attend ceci ou cela, mais qui sont des données financières précises à la maille de la ligne, des données d'avancement, de délai, d'impact économique, d'impact environnemental, etc. On pense que c'est effectivement un élément qu'on doit aux citoyens et qui est important pour les rendre compte auprès d'eux de l'emploi des deniers publics qui nous sont confiés et de la transparence de l'activité qu'on conduit. Merci à vous trois, en tout cas pour vos interventions, les éclairages, les informations que vous nous avez communiquées. Nous ne manquerons pas, vous l'avez compris, de poursuivre nos échanges par écrit. Et si d'ici là, vous aviez d'autres recommandations ou retours d'expérience dont il vous semblerait utile que nous ayons connaissance, n'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. Merci messieurs. Merci à vous.